On est en direct. On est en direct. On est en direct. Écoutez, bonsoir à tous. Merci de vous libérer en cette fin de journée pour assister à cette deuxième session de notre webinaire autour de ChatGPT, un outil qui fait le buzz depuis sa sortie en novembre 2022. Et du coup, plus que vous donner des cas classiques qu'on peut voir un peu passer depuis le début sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est vous proposer des cas d'usage concrets qui vont vous permettre de développer votre business en lien avec l'acquisition digitale et le SEO. Et du coup, je vais laisser Mehdi et Alexandre qui vont m'accompagner aujourd'hui se présenter. Allez, à toi l'honneur, Mehdi. Ok. Alors tout le monde, moi je suis Mehdi Collin, je suis responsable innovation chez Clostar et en gros je travaille dans le digital et plus spécifiquement dans le SEO depuis presque 15 ans maintenant et chez Clostar depuis 3-4 ans. Je te passe la main. Ouais, écoutez, bonjour à tous et enchanté. Moi je m'appelle Alexandre Lavallée. Je suis le CEO de Celas. Alors Celas, c'est une boîte spécialisée dans l'IA justement, une petite pépite française. Donc je suis bien entendu au fait de les différents sujets, ChatGPT, modèles génératifs, etc. Et j'ai aussi une double casquette puisque je travaille, je suis rapporteur au sein du groupe Up France IA. Et nous menons à l'heure actuelle un groupe de réflexion sur les utilisations de ChatGPT pour le monde du business. Quel impact, quelles limitations. Donc, c'est avec plaisir qu'on va aborder cette thématique ensemble. Peut-être avant de commencer, il y a un chat. N'hésitez pas à dropper toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre, soit en live ou soit en gardant du temps à la fin. Donc voilà. S'il y a d'autres remarques, je pense qu'on peut se lancer dans le vif du sujet. Exactement. Écoutez, merci en tout cas, Mehdi, merci Alexandre de participer à ce webinaire. Avant de commencer, c'est un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, AdsUp, donc c'est une agence de performance digitale qu'on a créée il y a à peu près 10 ans, avec historiquement les métiers du SIA, du SMA et du SEO plus récemment. Et désormais, avec notamment d'autres leviers de performance comme la data, la créa ou encore la programmatique. Et du coup, pour la partie SEO, un peu plus, si je dois faire un focus sur notre levier marketing, sachez qu'AdsUp aujourd'hui s'est rapproché de l'agence Clostar en 2022 afin de présenter une offre assez unique sur le marché qui va permettre de mixer à la fois l'ADN historique de la performance d'AdsUp et le côté data de Clostar. Voilà. Au programme d'aujourd'hui avec Mehdi et Alexandre, une bonne introduction sur ChatGPT avec Alex qui vous présentera aussi des petits cas d'usage très liés au business, vous verrez, avant que Mehdi vous partage plein d'idées très concrètes pour booster le SEO. Donc, je passe aux choses sérieuses et puis je laisse la parole à Alexandre. Yes, super. Allez, je reprends la main du coup sur les slides. Alors là, je vais essayer de prendre les 10 prochaines minutes pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y a autant de bruit autour de ChatGPT et pourquoi vous, en tant qu'annonceur, vous devez être sensibilisé par rapport à ce raz-de-marée planétaire. Alors, premier élément, qu'est-ce que c'est ChatGPT? On en parle comme si tout le monde était au fait. Avant tout, ChatGPT, c'est un outil qui a été développé par la société OpenAI. Donc, c'est une petite société californienne qui a été créée aux alentours de 2015 qui a fait beaucoup de bruit récemment en sortant ChatGPT en décembre 2022, donc il y a un petit peu moins de 2 mois. Donc ChatGPT, c'est un outil de conversation intelligent, ce qu'on appelle un chatbot, qui peut être utilisé à répondre à des requêtes pour un utilisateur. Ok, donc déjà ça c'est dit. Ce qui est intéressant par rapport à ce chatbot, on connaît tous les chatbots, on a tous utilisé, je pense, Siri ou Alexa. On sait qu'ils sont globalement un petit peu de temps en temps, un petit peu à côté de la plaque. Alors pourquoi ce modèle, pourquoi ChatGPT est si différent? Déjà, c'est un super chatbot qui a été entraîné sur Internet. Le modèle d'intelligence artificielle qui est utilisé par ChatGPT a vu à peu près 170 milliards de sources différentes. Pour vous donner une idée de comparaison, Wikipédia, la totalité de Wikipédia, ne représente que 0,6% de ce que ChatGPT a vu et appris. Donc c'est assez colossal. ChatGPT, c'est un chatbot donc, qui est effectivement très smart, mais qui est capable aussi de dire parfois des bêtises. Je vous donne un exemple très concret ici.
Là, je demande à ChatGPT pourquoi l'auteur Borges fait référence au nombre 14. On s'en fout un petit peu de la réponse, mais lui, ce qu'il me répond, il me dit 14, c'est la somme des 4 nombres premiers. 2 plus 3 plus 5 plus 7 égale 14. En fait, pas du tout. Hein. Si vous êtes fort en maths, vous verrez bien que ça ne fait absolument pas 14. Donc, c'est un chatbot super smart, mais qui est faillible. Okay, néanmoins, c'est un chatbot qui est en train d'exploser tous les records en termes de superlatifs. ChatGPT, c'est 1 million d'utilisateurs en moins de 5 jours. Pour vous donner un élément de comparaison, il a fallu 3 ans et demi à Netflix pour atteindre le même nombre d'utilisateurs. C'est pour ça que c'est un phénomène planétaire et qui a pour vocation à se développer. Alors, aujourd'hui, on utilise la version de ChatGPT qu'on voit, c'est celle qui est ici, qui, je vous ai dit, est donc entraînée sur 175 milliards de sources. Il y a dans les tuyaux pour cette année une nouvelle version qui va sortir avec quasiment 100 milliards de sources, 100 000 milliards de sources. Donc, c'est 600 fois la capacité actuelle. Donc, on est vraiment à l'aune d'une révolution sans précédent. Alors, quels sont les super pouvoirs que les développeurs de ChatGPT lui ont-ils conférés? Il y en a 5 que je vais lister. La première capacité de ChatGPT, c'est une capacité de rédaction assez incroyable. Là, en l'occurrence, je lui demande de créer un texte promotionnel pour mon application. ChatGPT était capable de sortir un texte tout à fait cohérent et pertinent. Donc, la capacité de rédaction. 2, la capacité de synthèse. Je peux demander à ChatGPT de lui faire ingérer le texte sur la réforme des retraites de 900 pages et lui demander de résumer ça en 100 mots et 10 bullet points, et il serait tout à fait capable de le faire. Donc, 2, la capacité de synthèse. 3, la capacité, ce qu'on appelle d'analyse syntaxique d'un texte. C'est-à-dire qu'un texte, il peut y avoir différents éléments. Je vais pouvoir demander à ChatGPT, avec cet exemple ici, par exemple, ici, je vous donne différentes valeurs. Enlève-moi les emojis qui sont contenus dans cette cellule, remets-moi l'adresse postale de manière correcte, répare les adresses email qui sont un peu cassées parce qu'il y a eu des oublis. Donc, ChatGPT est capable de comprendre des analyses du texte, de la donnée non structurée du texte, qui est assez vraiment très utile. Donc ça, c'était la troisième. La quatrième capacité qu'il a, c'est la capacité de classifier et d'organiser des éléments et des choses entre elles. La cinquième capacité qu'il a, c'est la capacité de traduction. Donc là, c'est un truc à la con que j'ai fait, c'est traduis-moi cette phrase en emoji, mais ça pourrait être traduis-moi ce code qui est dans le langage, par exemple Python, vers un autre langage, traduis-moi d'une langue vers une autre langue, avec la capacité de prendre des tonalités différentes. Et Mehdi vous en parlera un petit peu plus. Alors, bon, c'est tout à fait intéressant, mais alors, pourquoi ChatGPT et Microsoft sont souvent liés? Pour savoir que Microsoft a investi quasiment 1 milliard dans ChatGPT pour le développement de ce chatbot. Donc là, on est en train d'aller vers ce qu'on appelle un peu le partenariat du siècle, puisqu'on est déjà en train d'imaginer l'intégration de ChatGPT dans votre suite Office telle que vous la connaissez. Donc, être capable de pouvoir générer des macros pour des reportings de vente, générer des graphiques intelligents, faire de l'aide à la rédaction, générer des images libres de droit adaptées au contenu d'une diapo dans un PowerPoint, et j'en passe. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se trame. Mais la chose la plus importante, et qui nous concerne tous, c'est l'annonce récente qui a été faite par Microsoft, qui, 1 mois et demi seulement après la release de ChatGPT, annonce qu'ils souhaitent intégrer ChatGPT dans leur moteur de recherche Bing. Donc, c'est assez sensationnel, puisque le search, c'est quand même un des rares domaines qui, depuis 20 ans, n'a pas trop évolué. Et je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai passé 6 ans à Google avant de lancer ma boîte. Et donc, ce qui se passe, c'est assez incroyable, c'est qu'il y a une bataille qui est en train de se jouer entre Microsoft d'une part et Google d'autre part pour intégrer ces chatbots intelligents comme une surcouche dans vos travails de recherche lorsque vous êtes sur le net. Et bien entendu, Google ayant 91% des parts de marché, Google a beaucoup à perdre dans ce petit jeu-là et Microsoft beaucoup à gagner. Bon, très intéressant. Bien entendu, dans cette bataille, Google est en train de se rendre compte qu'il faut absolument passer la seconde et réagir. Donc, il y a 2 semaines, Google a annoncé Bard, qui est la réponse de Google à ChatGPT. Donc, il se passe pas mal de choses. Maintenant, on va passer vraiment sur les 5 prochaines minutes très rapidement, se dire, OK, très bien, on a un petit peu de contexte, mais alors, est-ce que ChatGPT, c'est un gadget
Est-ce que c'est vraiment un adversaire pour les pros? Est-ce que vraiment ChatGPT va finir tout simplement par nous remplacer? Alors, il y a pas mal de choses qui ont été testées dans l'aspect marketing digital. On est en train de préparer un playbook complet qu'on fera partager à toutes les personnes qui assistent à ce webinaire, qui vous permettront d'explorer plus en détail les cas d'usage qu'on a testés avec Clostar et avec AdsUp pour vous. Je vais m'attarder sur 5 mini-cas que j'ai vus qui sont intéressants pour un petit peu booster votre stratégie digitale et marketing. Alors, le premier, tout simplement, automatiser la création d'annonces et la création de mots-clés pour tous les leviers. Alors, je m'explique. Par exemple, je suis dans une situation, je veux trouver rapidement des nouvelles annonces pour mes différents canaux. En l'occurrence, là, j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger 5 titres en français à fort taux de conversion pour des campagnes performance max qui contient le mot-clé e-reader en 90 caractères, espace compris. Là, mon objectif, c'était de faire un peu des annonces, des accroches pour promouvoir une liseuse électronique du style Kindle. Alors ça, c'est assez intéressant. Les résultats sont eux-mêmes intéressants et exploitables. Deuxième cas d'usage, la même chose. Je voudrais essayer de demander cette fois-ci à GPT, je demande de lister les 5 principaux mots-clés génériques pour capter des requêtes sur la liseuse électronique. Je lui demande de mettre les résultats en colonne, avec 3 colonnes, qui contient un numéro, 2 le mot-clé et le 3 le volume de recherche pour ce mot-clé-là en France en 2021. Alors, on voit que c'est pas parfait, hein, parce qu'il me sort quand même dans les mots-clés, je demande du générique, il me sort du Kindle en position 2, Kindle étant un nom de marque. Mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment de l'utiliser et d'explorer un petit peu rapidement les possibilités de l'outil. Troisième cas que j'ai vu là-dedans, ça va être carrément de demander à ChatGPT de le personnifier. Là, je lui demande carrément, je lui dis, écoute, moi, je suis une société, je suis Horace, une société spécialisée dans le commerce électronique de soins naturels pour hommes. Voilà le lien URL de ma société. Je veux que tu te comportes comme un robot de filtrage intelligent de mes termes de recherche sur Google Ads. Et je veux que tu me donnes une note comprise de 1 à 10 sur la pertinence de mes mots-clés pour que tu me dises si je dois les utiliser ou non dans mon compte. Donc, voilà, ça, c'est aussi encore un cas tout à fait intéressant. Je passe. Deuxième mini cas d'usage intéressant, comment enrichir de la base de données très rapidement avec ChatGPT? Alors, là, en l'occurrence, j'ai fait des petits tests et j'ai vu qu'il y a aujourd'hui toute une série d'add-ons qui existent pour des modules comme Google Sheet. Là, en l'occurrence, ce petit exemple consiste à donner à ChatGPT en input des liens d'URL d'entreprise. Et là, je vais lui demander d'identifier automatiquement quel est le marché de cette entreprise, quelle est leur industrie, quelle est leur target audience, quelle est leur proposition de valeur. Donc, on peut automatiser l'extraction et la synthétisation de données qui sont comprises sur un site URL pour aller beaucoup plus vite dans votre prospection et dans votre démarchage et dans votre analyse concurrentielle. Donc, il y a tout un cas d'usage et je vous partagerai juste une fois que j'aurai fini un peu les différentes sources que j'ai trouvées pour aller creuser un peu plus loin sur ces sujets-là. Le troisième cas d'usage, qui est un peu plus funky, je trouve, qui est, j'ai demandé carrément utiliser ChatGPT pour m'aider à créer du code sur Google Tag Manager, créer du code sur mes pixels sur Facebook. Donc là, en l'occurrence, premier exemple très concret, moi je suis un e-commerçant, je veux créer un tag pixel pour Facebook, où en l'occurrence, ça correspond à l'achat d'un produit. Il y a un produit, il y a un prix, il y a une currency. Je vais demander directement à ChatGPT, écoute, voilà, je vais te demander de générer un pixel basé sur ces informations. Il va me donner le code et je vais pouvoir l'utiliser directement. Là où c'est un peu plus marrant et là où je suis parti un petit peu plus loin, j'ai utilisé ChatGPT avec Google Tag Manager pour utiliser ChatGPT comme un assistant pour débugger mon code. Je vous donne un exemple. Là, j'ai trouvé un petit code JavaScript qui était intéressant, qui est une balise HTML customisée que je voudrais mettre dans mon Google Tag Manager. Donc, je prends ce petit code que j'ai trouvé sur Internet, je vais dans la configuration de mon tag sur GTM, je copie-colle, j'ai une erreur qui m'est retournée. Ce que je fais, c'est que littéralement, je fais un copier-coller de l'erreur que j'ai eue dans Google Tag Manager. Je vais demander à ChatGPT, voilà, j'ai essayé de créer ma balise HTML personnalisée. Voici l'erreur que j'ai eue. Est-ce que tu peux le corriger? Et il est capable de corriger le code et il est même capable de m'expliquer pourquoi l'erreur s'est produite. Donc, encore un cas très différent et assez intéressant.
Quatrième cas d'usage, totalement différent cette fois, pour créer et automatiser du visuel publicitaire en combinaison ChatGPT et DALL-E. Parce que DALL-E, c'est un des autres options qu'a OpenAI pour créer des assets graphiques. Donc là, en l'occurrence, j'ai voulu utiliser ChatGPT en me disant, écoute, j'ai envie de faire une annonce qui va illustrer un burger un petit peu bio, un petit peu vegan, et j'ai envie d'accélérer le creative processus. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, décris-moi une photographie professionnelle mettant en scène un super burger entièrement vegan dans le style du Big Mac. ChatGPT m'a sorti une description, j'ai copié-collé cette description, je suis allé dans DALL-E, je l'ai copié-collé et j'ai obtenu ces résultats. Ce qui me permet d'avoir aussi ensuite, par exemple, ce genre de visuels qui sont entièrement fake, hein, ils n'existent absolument pas, où à la fois l'accroche, bon, ça, l'accroche est en espagnol, l'accroche a été faite par ChatGPT et le visuel a été créé grâce à des instructions que m'a donné ChatGPT. Donc c'est absolument assez fou, assez incroyable. Et enfin, le dernier cas d'usage que j'ai listé avant de passer la parole à Mehdi, c'est j'ai utilisé ChatGPT pour aller vraiment générer des scénarios à utiliser sur YouTube et TikTok. Parce qu'on sait que c'est compliqué et ça prend du temps d'aller créer des scénarios. Donc là, j'ai fait un mini cas d'usage. J'ai demandé à ChatGPT justement de créer un post adapté pour TikTok. J'ai demandé de me donner des idées de vidéos différentes. J'ai demandé de créer les légendes et les descriptions afférentes. Ensuite, j'ai demandé pour chacune de ces vidéos-là d'aller un petit peu plus loin en me demandant, essayer de créer un script qui dure moins d'1 minute. Vous voyez qu'il a vraiment créé le script. Ouverture, couper un gros plan, vraiment comme si c'était un sénateur, un producteur qui travaille avec moi. Donc voilà, moi je m'arrête là, je répondrai à toutes les questions dans le chat. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que ce que vous retenez, c'est qu'il y a plein de cas d'usage aujourd'hui qui sont en cours d'élaboration. Il y en a certains qui sont testés, il y en a certains qui sont probants, d'autres moins. En tout cas, celui que va présenter maintenant Mehdi sur le SEO est tout à fait intéressant. Yes, merci Alexandre. Du coup, là, on va parler des cas d'usage spécifiques au SEO. Donc moi, de manière terre à terre, je me suis dit, en fait, en SEO, comme vous le savez, on aime beaucoup rédiger du contenu, puisque c'est du contenu qu'on indexe, c'est du contenu qui se positionne sur les moteurs de recherche. Là, je me suis mis dans la peau d'un e-commerçant qui a une problématique typique, c'est OK, j'ai un catalogue de, 10 000 fiches produits. On me dit qu'il faut écrire des descriptifs produits pour le SEO, mais bon, 10 000 fois, ça coûte vraiment trop cher, quoi. Donc moi, assez naïvement, je me suis dit, j'ouvre ChatGPT. Là, j'ai pris pour vraiment me mettre dans une condition un peu réaliste, j'ai pris un produit spécifique, quoi. J'ai pas pris iPhone ou un truc ultra connu. Donc là, c'est une plateforme vibrante, un matériel de sport très, très particulier. Et donc, naïvement, j'ai dit à ChatGPT, je me suis dit, on va essayer, OK, écris-moi une description pour le produit qui s'appelle Bluefin 4D. Et donc là, il me fait un paragraphe qui est syntaxiquement parfait, mais qui n'a juste aucun sens. Il me dit que c'est une solution de visualisation interactive pour le design et l'analyse 3D. Enfin, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est certainement pas le produit. Donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi il fait ça. Faut bien comprendre que dans sa conception, ces modèles-là, donc soit ChatGPT ou d'autres, ils sont forts pour générer du contenu, pour générer en fait une suite à votre prompt. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de donner une suite qui est crédible, mais pas qui est véridique. Donc là, il me fait un paragraphe de texte qui est crédible, mais c'est juste complètement faux, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il va falloir le guider en fait pour le forcer à dire des trucs vrais. Alors, Céline, du coup, je vois ta question pour le sujet de la duplication de contenu. C'est il génère vraiment du contenu unique, hein. Il ne ressort pas des contenus qui existent déjà, en fait. Pour le cas, quand on fait des articles, c'est unique. Donc voilà. Donc moi, pour régler mon problème de ma fiche produit où je joue des descriptifs produits, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, donc là, bon, j'ai pris la fiche produit Amazon, j'ai pris le titre et j'ai copié-collé la fiche technique, donc les caractéristiques. Je lui ai donné ça en amont. Et ensuite, je lui ai dit, OK, maintenant que tu as toutes les infos, maintenant, écris-moi une description du produit, Bluefin 4D. Et là, il me fait une description qu'on ne voit pas, mais si je commence à vous lire, en gros, il dit que c'est une plateforme vibrante, c'est un appareil de fitness, que c'est équipé d'un système de LED, etc. Et donc ça, c'est des informations qu'il a récupérées dans les caractéristiques techniques que je lui ai données. Donc c'est vraiment, toutes les informations sont véridiques. Et à partir de là, donc là, je l'ai fait pour l'exemple comme ça sur un. L'idée, c'est que demain, vous êtes un e-commerçant, vous avez cette problématique-là. Vous vous connectez à l'API d'OpenAI d'un côté,
et à votre base de données de produits de l'autre. Et vous pouvez générer à la volée 10 000 descriptifs produits automatiquement et avec des informations qui seront véridiques dedans. Donc ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'à la main, c'est pas rentable en fait de faire 10 000 descriptifs produits pour la plupart des gens, quoi. Pour aller un peu plus loin, toujours sur de la rédaction, si là on s'imagine que je fais un contenu, un article de blog, disons. Donc moi, si je prends mon cas, je suis consultant SEO. Donc mon domaine d'expertise sur SEO, disons que je veux faire un article qui explique comment faire l'optimisation SEO. À un moment donné, je vais vouloir faire un paragraphe qui dit comment on optimise son maillage interne en SEO. Donc là, pareil, si je lui dis écris-moi un paragraphe sur le sujet optimiser son maillage interne en SEO, c'est un sujet plus générique, donc il ne va pas dire un truc complètement faux. Mais le fond du contenu n'a aucune valeur. En fait, en gros, il dit, le paragraphe, pour résumer, il dit en fait, pour avoir un bon maillage interne, il faut mettre des liens qualitatifs. Ok, super, on n'est pas plus avancé. Donc, syntaxiquement, c'est impressionnant, mais dans le fond, ça n'a aucun intérêt. Mais là, de la même manière, moi, je peux lui apporter la valeur. Je veux dire, voilà, en fait, dans ce paragraphe-là, je veux mettre en avant le fait que l'objectif, c'est distribuer le PageRank au sein des bonnes pages, que pour ça, il faut un bon maillage descendant, un bon maillage ascendant avec un fil d'Ariane, etc., etc. Je lui mets toutes les informations, mais sous forme de prise de notes. Et je lui dis, OK, maintenant, écris-moi ce paragraphe pour optimiser étape par étape son maillage interne. Et là, il me fait un paragraphe bien écrit, mais à la fois avec des bonnes infos et avec un fond intéressant. Donc, ça peut être utilisé de cette manière-là pour accélérer le temps sur la rédaction. Et un exemple un peu plus complet, si je reprends ma plateforme vibrante, la fameuse Bluefin 4D, je me dis, cette fois, en fait, je vais faire un truc un peu plus poussé qu'un simple descriptif produit. J'imagine que j'ai un article où, un peu avec un avis sur une review du produit, quoi. Là, l'idée, en fait, j'essaie plein de choses, mais en essayant de générer trop automatiquement sur un article de fond, comme ça ne marche pas. Par contre, on peut quand même aller beaucoup plus vite qu'en faisant les choses à la main. C'est-à-dire qu'on garde la partie architecture, design, en fait, côté humain. Donc, moi, j'ai fait le plan à la main. Je me suis dit, OK, d'abord, je vais faire une description du produit. Ensuite, je vais lister les avantages, etc. Et ensuite, paragraphe par paragraphe, j'ai guidé ChatGPT pour lui dire, voilà ce que je veux là. Donc, sur la partie description, chapitre description, c'est ce que je vais montrer un peu le même système que sur descriptif produit. Pour la partie avantages et inconvénients, avec des listes à puces, les avantages et les inconvénients du produit. Là, il y a un truc très intéressant, c'est que j'ai récupéré plein de commentaires utilisateurs sur Amazon du produit. J'ai donné ça de manière brute et je lui ai dit, OK, extrais-moi sous forme de liste à puces les avantages qui reviennent et les inconvénients qui reviennent selon les utilisateurs. Et là, il a été capable de me faire ça sous forme de liste à puces. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça va plus loin que de la simple génération de texte. Ça permet de faire de la curation de contenu. On peut imaginer plein de cas où on a une grosse masse de données brutes et informes, on veut extraire les informations importantes, et on peut lui dire comme ça de récupérer les points clés. Donc, ensuite, la partie caractéristiques techniques, ça c'est la fiche technique du produit. Et avis utilisateur sur le produit. En fait, là, j'ai fait le même système que pour les avantages et les inconvénients, sauf que là, je dis, OK, maintenant, plutôt que me faire ça sous forme de liste à puces, je veux que tu me fasses un paragraphe qui résume un petit peu qu'est-ce qu'en ont pensé les utilisateurs, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. Je peux aussi le guider en disant, et je veux que tu finisses sur une note positive, par exemple, si on veut plus mettre en avant le produit, ce genre de choses. Ensuite, sur la partie en résumé, donc la conclusion, je dis, maintenant, le contexte, c'est tout ce que tu m'as déjà généré avant, et à partir de ça, je veux que tu me fasses une conclusion à ce contenu, peut-être lui ajouter, et dans le but d'inciter les utilisateurs, les lecteurs à se le procurer. Et ensuite, la partie FAQ. Pourquoi la partie FAQ? C'est parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en SEO. Parce que quand on fait une recherche sur Google, il y a souvent ce qu'on appelle les People Also Ask. Donc, vous faites une recherche Google, il y a une section questions fréquemment posées avec les réponses directement dans Google. Ça, on peut aussi se positionner dessus, de la même manière que sur les résultats organiques. Mais pour ça, il faut avoir des FAQ dans les pages. Et donc là, on peut les récupérer sur Google et demander à ChatGPT de générer les paragraphes de réponses, de la même manière. Et donc là, typiquement, dans cet exemple, en 30 minutes, j'ai fait un contenu qui est assez long, quand même de 2200 mots, donc j'ai utilisé Your Text Guru pour voir un petit peu est-ce qu'il était plutôt optimisé pour la SEO, est-ce qu'il y avait les bons mots-clés dedans, etc. Déjà, nativement, il était très bien optimisé, donc il avait un score de 80% pour ceux qui connaissent l'outil. Mais on pourrait aller plus loin, justement, en ajoutant des mots-clés que Your Text Guru me donne. Et donc ça, je l'ai fait en 30 minutes, j'aurais mis 3-4 heures si je l'avais fait à la main, quoi.
Donc, et pour un contenu vraiment qualitatif dont je suis fier, c'est pas un truc, c'est pas le contenu SEO qu'on veut planquer, qu'on veut surtout pas qu'il soit lu, quoi. Au-delà de ça, sur le contenu, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez définir un ton. Vous pouvez le guider pour qu'il ait une certaine tonalité, il y a une palette qui peut être très large. Donc là, ce que j'ai fait un tableau où en gros, je lui dis à chaque fois, écris-moi un paragraphe qui vante l'intérêt de se mettre au sport régulièrement. Donc le ton neutre, c'est-à-dire si on précise rien, il va faire un truc vraiment très plan-plan et un peu ennuyeux à lire. Il y a de nombreux avantages à se mettre au sport régulièrement en premier lieu, blablabla, en deuxième lieu, blablabla. Donc super, mais en termes de contenu, c'est cool, mais c'est pas hyper agréable à lire. On peut dire d'être un peu plus chaleureux et amical. Donc là, il y a des points d'exclamation, c'est un peu plus dynamique, c'est un peu plus sympa à lire. On peut aller sur des trucs ironiques, sarcastiques, où là, il dit carrément, en fait, vous vous mettre au sport pour prouver à votre mère que vous êtes enfin devenu adulte. Donc là, on peut aller vraiment très loin dans la palette de tonalité. Donc, nous, chez Clostar, on a déjà commencé à mettre ça en place sur des clients. Notamment, on a un client qui vend des vêtements pour les bambins et les enfants. Et en fait, la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de listings produits, de catégories de produits. Et pareil, en fait, c'est intéressant de créer des textes poussés dessus, mais pas au point de passer 4 heures pour chaque catégorie. Donc là, en fait, en 15 minutes, on arrive à faire quelque chose d'optimisé et de pertinent en générant le contenu, en ayant une phase de relecture, en corrigeant et en passant aussi par un outil comme Your Text Guru, il y en a d'autres pour optimiser le texte et s'assurer qu'il soit pertinent d'un point de vue algorithmique pour Google. Donc ça, on le fait par 15 minutes et du coup, on peut faire du volume pour un prix raisonnable. Sinon, ce qu'on aime bien faire aussi en SEO, c'est aussi optimiser du texte existant. Typiquement, j'ai un texte, j'ai besoin de... Alors, Marie, en concurrent, tu as un point .fr et tu as SIMJ. J'imagine que tu en as d'autres. Mais voilà. Nous, on aime bien Your Text Guru, mais j'imagine que les autres donnent à peu près les mêmes résultats. Donc, sinon, je disais, voilà, on peut aussi optimiser du texte qui existe déjà. Typiquement, le cas qu'on a souvent en SEO, c'est de dire, OK, on a un texte qui est bien, mais il faudra rajouter tel et tel mot-clé parce que... donc là, typiquement, j'ai un texte sur séjour avec bébé. On aimerait bien aussi ajouter le mot-clé vacances à la mer parce qu'il est intéressant pour cette page. Relativement sans modèle de genre, en fait, on ne peut pas ajouter un texte au milieu d'un contenu comme ça. Forcément, il faut que ce soit lisible, donc il faut l'injecter au sein d'une phrase ou voir ajouter une phrase. Mais en fait, ChatGPT, on peut lui dire, OK, prends ce texte-là, j'ai besoin d'ajouter ce mot-clé-là. Ce mot-clé-là, en fait, démerde-toi en fait, pour que ça s'inclue naturellement. Donc là, on voit qu'il a ajouté une phrase qui s'intègre très bien. Donc, si je prends le truc d'origine, ça finit par découvrir les plus beaux lieux, etc. avec votre nourrisson. Il a rajouté à cette phrase que ce soit à la montagne ou à la mer pour enchaîner sur si vous choisissez des vacances à la mer, donc le mot-clé que je veux, etc. etc. Donc ça, évidemment, encore une fois, je le fais sur un exemple précis. L'idée, c'est de me dire, je peux me connecter à Your Text Guru d'un côté pour savoir comment optimiser mes pages, quels mots-clés je dois ajouter sur chaque contenu, et me connecter à l'API OpenAI. Et là, je peux optimiser en fait à la volée des centaines, voire des milliers de textes. Donc c'est là où ça devient hyper intéressant. Je peux faire la même chose pour pas simplement ajouter des textes, mais ajouter des liens au cœur du contenu, parce qu'un lien aussi au cœur du contenu a plus de valeur qu'un lien qui va être en footer. Mais on a le même problème, c'est que quand on ajoute quelque chose au sein du contenu, faut que syntaxiquement ce soit bien intégré. Et donc là, de la même manière, en passant par ChatGPT, par OpenAI, on peut le faire de manière industrielle, sans que ce soit, illisible ou bizarre. Sur d'autres cas d'usage qui peuvent être intéressants, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est du clustering, donc de la catégorisation. Donc là, dans l'exemple que j'ai ici, en fait, je lui ai dit, OK, j'ai une liste d'expressions. Donc, j'ai pris des expressions ici géolocalisées, mais de tout type. Donc, le premier, c'est balade à Cognères. Donc, Cognères, c'est une ville. Ensuite, j'ai Have a Date in Paris. Donc là, OK, c'est Paris, mais c'est en anglais. J'ai faire les boutiques aux Champs-Élysées. Donc là, on sait que c'est à Paris, mais c'est pas écrit directement le nom de la ville. Et je lui dis, extrais-moi les informations de ces expressions, je veux le code département, la région, etc. Donc, il a compris que Cognères, c'est balade à Cognères, que c'est une activité du tourisme, que c'est en Île-de-France, dans les Yvelines. Champs-Élysées, il a quand même compris que c'est Paris, etc. Pareil, faire un pique-nique au bord de la Garonne, il a compris que c'est Haute-Garonne, Occitanie, etc. Donc, ça peut être intéressant pour ce genre de cas aussi.
Sinon, le classique en SEO, pour quand on est le plus connu, on est les gens qui font des titles. Là, j'ai perdu mon écran. Désolé, j'avais perdu mon écran. Donc, on fait souvent on remplit souvent des balises title, méta description, etc. Voilà, de la même manière, on peut lui dire, ok, je veux me positionner sur tel mot-clé, donc l'agence SEO, génère-moi un title et une méta description. Donc là, on voit qu'il m'a fait quelque chose de pertinent. Il m'a dit agence SEO, découvrez notre agence spécialisée en référencement naturel. Il m'a élargi le champ sémantique en ajoutant référencement naturel, qui est certainement ce qu'on aurait fait nous humainement. Pareil pour la métadescription. Ce qui serait intéressant, du coup, c'est encore une fois de se connecter à l'API et de faire ça de manière massive. Et du coup, pour se connecter à l'API, on peut directement demander à ChatGPT, maintenant, moi, je veux le faire automatiquement. Donc, génère-moi le code pour me connecter à l'API et me générer un title pour le mot-clé. Et donc là, il me génère tout le code. J'ai juste à changer ma clé d'API pour avoir le truc qui fonctionne. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ok, mais moi, ce que j'aimerais, c'est pas donner un mot-clé dans mon code, c'est pouvoir donner plusieurs mots-clés, une liste de mots-clés. Et pour chaque mot-clé, tu me fais un tableau où tu m'associes un title, une description, etc. Donc ici, je lui ai dit, le code que tu m'as fait, modifie-le, optimise-le pour pouvoir prendre une liste de mots-clés. Et il me l'a fait, et puis j'ai pu exécuter le code, et voilà que ça fonctionne. On a le résultat avant, où là, j'ai mis 2 mots-clés, et puis il me fait bien une suggestion de title pour 2 mots-clés. Donc, ça aide aussi à gagner du temps sur le développement, même si là, on s'écarte un petit peu du SEO. Je te coupe, Mehdi, parce qu'on a pas mal de questions. N'hésitez pas à les poser dans la chat box. Donc, il y a Alexandre qui commence à y répondre au fur et à mesure, mais on se fera une petite session de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes les questions. À toi, Mehdi. Je finis, puis je vois les questions. Ouais. Pénalisation par Google notamment, j'y réponds à la fin. Donc, voilà, on peut aussi lui donner un bout de code qu'on a trouvé quelque part, lui dire ok, je ne comprends pas ce code, dis-moi ce qu'il fait. Et il va l'expliquer en langage naturel, ça fonctionne très bien. Il est capable de coder dans un peu tous les langages. Donc là, vous avez PHP, JavaScript, et je me suis amusé à lui donner un langage un peu plus exotique qui est du F#, qui est un truc vraiment d'initié. C'est pareil, il connaît, quoi. Donc ça peut être très pratique. Ça, pour le défi, j'ai voulu faire une application un peu plus complète, où là, j'ai voulu carrément faire une application complète, donc un livre d'or en ligne, où les gens peuvent renseigner des messages. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie front avec du HTML, du CSS, mais il y a aussi du PHP pour la partie programmation, et il y a aussi une base de données. Et en fait, moi, le défi, c'était de me dire, en fait, je veux créer cette application sans moi faire une seule ligne de code, je veux juste copier-coller ce qu'il me donne. Et donc, je commence à discuter avec lui. Je lui dis, j'ai besoin d'une base de données avec telle et telle information. Je génère le code. Et puis, comme je suis dans un format chat, je peux facilement interagir avec lui. Et je lui dis, OK, maintenant, en fait, corrige-moi ça par ça. Ensuite, je dis, le HTML, je le veux comme ça. Je veux tels éléments côté back-end, etc. Et petit à petit, il me génère le truc. Donc ça, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, encore une fois, c'est la même corrélation qu'avec le contenu. Si on lui dit OK, fais-moi telle application, il va faire un truc un peu foireux. Mais si on y va étape par étape, qu'on le guide, qu'on garde notre côté humain, la partie conception, stratégie, et qu'on le laisse faire juste les tâches opérationnelles, là, on a quelque chose de très intéressant et on gagne énormément de temps. Donc voilà, là pour finir, normalement c'est un GIF animé, mais on l'a uploadé en PDF, donc c'est un peu con. Mais je vous conseille l'outil Obsidian, qui est un logiciel de prise de notes et donc qui est designé pour la rédaction de texte typiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que dedans il y a un plugin pour se connecter à OpenAI, ce qui permet en fait en un raccourci clavier, quand on écrit un article par exemple, de faire un appel à OpenAI et de compléter en fait par OpenAI qui va injecter le texte qu'il a généré lui-même. Parce que les interfaces ChatGPT ou le Playground d'OpenAI, c'est pas des interfaces agréables pour faire de la rédaction, quoi. Et faire des copier-coller dans tous les sens d'aller-retour, c'est un peu pénible. De la même manière, pareil, le GIF marche pas, mais on peut dans Obsidian exécuter du code Python typiquement. Et donc, on peut lui dire, génère-moi le code, il va faire l'appel API, et après, on peut directement run le code et voir le résultat directement depuis Obsidian. Donc, moi, c'est vraiment Obsidian connecté à OpenAI, c'est vraiment le truc que j'utilise tous les jours quasiment
ça fait gagner du temps sur pas mal de choses. Alors, avant de laisser la main à Alexandre, je vais peut-être juste répondre à la question que j'avais loupée sur est-ce que Google pénalise globalement. Aujourd'hui, ils sont jamais dit qu'ils pénalisaient. Et concrètement, quand on leur pose la question, eux, ce qu'ils répondent, c'est fondamentalement, eux, ce qu'ils pénalisent, c'est le mauvais contenu. Alors moi, là, c'est une opinion très personnelle. Donc moi, pénaliser du contenu généré par un modèle, c'est aussi absurde que pénaliser un contenu que vous avez rédigé en utilisant un correcteur orthographique. C'est entre quelqu'un qui va dire génère-moi, qui va générer des milliers de pages comme ça à la volée, où forcément le contenu va être pourri. Bah oui, il va pas bien se positionner parce qu'un contenu pourri, qu'il soit fait par un humain ou par un modèle, c'est compliqué à positionner. Mais à partir du moment où on a un process un petit peu comme ce que je vous ai montré avec la vie produit, où ok, j'ai mis une demi-heure, mais je gagne beaucoup de temps et je suis vraiment fier du contenu et j'aurais pas fait mieux humainement. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça se positionne. En tout cas, j'ai pas observé que quelques pénalités que ce soit là-dessus. Et surtout, là, on parle beaucoup de ChatGPT, mais demain, avec Bard de Google, moi, personnellement, je vois mal Google pénaliser ses propres textes, ce qui voudrait dire que les textes que Bard génère pourraient être considérés comme de mauvaise qualité. Ça a d'ailleurs fait pour la petite anecdote, lorsque Google a annoncé Bard, il y avait une démo où la question c'était de demander à Bard quand est-ce que je sais plus quand a été prise la première photo dans l'espace, je sais pas quoi, et Bard a répondu une erreur. Elle a dit que c'était le télescope Hubble alors que c'est un télescope de l'Union, enfin de l'Agence spatiale européenne. Et ce qui a coûté à Google de dévisser de quasiment 100 milliards le lendemain au niveau du cours. Donc, effectivement, la question aussi, je pense, et ça fait une belle transition vers la conclusion, à quel point ces systèmes aujourd'hui sont fiables et les réponses que ces systèmes, que ce soit ChatGPT ou Bard, sont fiables. Moi, la conclusion que j'ai par rapport à tout ça, c'est vraiment de considérer ces outils non pas comme une source fiable de vérité, non pas comme un sauveur à tous nos problèmes, ni comme une solution miracle ou encore une licorne magique. Il y a plein de problèmes aujourd'hui qui subsistent. Il y a besoin d'avoir une relecture humaine, un second check humain des réponses qui sont données, et Mehdi l'a bien expliqué. Il y a besoin d'être très précis lorsqu'on chatte justement avec le chatbot, en lui donnant des instructions claires pour éviter le moins d'erreurs possible. De toute façon, ChatGPT ne peut pas faire. Il ne peut pas démarrer une conversation tout seul. Il ne peut pas comprendre notre propre contexte si on ne lui donne pas. Il ne peut pas garantir l'exactitude des résultats. Et surtout, la façon dont il a été entraîné, il a accès aux informations qui datent jusqu'à fin 2021. Parce que entraîner un modèle comme ça est extrêmement cher. Aujourd'hui, il y a des annonces qui ont été faites, donc que ça soit Bard ou encore Bing avec Prometheus, qui serait ce ChatGPT adapté au final au search, où il y aurait un peu plus de freshness au niveau des data, mais ça reste encore à voir. Donc, en conclusion, nous, en tant qu'un petit peu experts qui avons dans nos domaines respectifs, qui avons passé pas mal de temps à utiliser et tester ChatGPT, on pense que ChatGPT peut améliorer la vie professionnelle globalement dans nombre de tâches, que ce soit des efforts de synthèse, que ce soit des efforts de rédaction. Ça, il n'y a aucun problème et aucun souci là-dessus. Ça nécessitera de toute façon un regard humain supplémentaire dessus, mais de toute façon, on ne pourra pas remplacer toutes les tâches. Il y a un deuxième aussi chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ChatGPT, c'est un outil dont l'efficacité dépend de la façon dont il est utilisé. Donc, on va aller de plus en plus voir, il y avait une question sur, mais attendez, est-ce qu'au final, cette utilisation démentielle de ChatGPT va commencer à remplacer certains pans traditionnels de notre industrie, en premier lieu les consultants en agence? Non, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT ne va pas remplacer les humains. Par contre, des humains qui utilisent ChatGPT vont remplacer d'autres humains qui ne le font pas. Parce qu'il y a tellement un gain de temps qui est fait que forcément, on sera capable, en utilisant bien ces outils, de passer plus de temps sur de la réflexion stratégique
et d'éliminer les tâches très rébarbatives, automatiser toutes les tâches rébarbatives. Donc, au final, la connaissance d'un secteur, l'esprit critique, le travail d'équipe et l'intelligence émotionnelle restent totalement nécessaires et importantes pour pouvoir utiliser ces outils d'IA. Avant d'arriver à ce qu'on appelle l'AGI, Artificial General Intelligence, ces intelligences artificielles qui seraient sentientes, qui seraient capables d'avoir leurs propres réflexions, d'être capables d'avoir même des émotions, ce ne sont pas des choses qui sont possibles. On est encore très très loin, et je citerai Yann Lequin, qui est le responsable en chef de l'IA chez Facebook, chez Meta, qui est un des plus grands spécialistes du deep learning au niveau mondial. Pour lui, il considère que ces modèles, pour le moment, ne sont que, entre guillemets, des vulgaires aides dans la réalisation de tâches au quotidien, mais il n'est encore impensable de confier des tâches beaucoup plus importantes, comme demander à ChatGPT ou ce genre de modèle de pouvoir faire de l'analyse, par exemple sur des données médicales ou autre chose, puisqu'il n'y en a pas suffisamment de recul nécessaire là-dessus. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est effectivement très important d'être tenu au courant de ces évolutions-là, parce que forcément, ça va vous impacter de manière très rapide dans votre day-to-day, que ce soit pour des tâches un peu plus mondaines ou des tâches un petit peu plus compliquées. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Ouais, je vois pas mal de petites questions. Du coup, pour vous, peut-être Mehdi, Alex, on parlait de Bard. Donc, selon vous, même si c'est pas encore sorti au grand public, quelle sera la qualité de Bard par rapport notamment, je pense, à ChatGPT? Même si c'est peut-être dur comme à connaître. Alors, ça, c'est effectivement la question à $1 million, parce que pour le moment, en fait, il y a eu des annonces qui ont été faites sur Bard, mais personne n'a pu tester. Moi, je me suis mis inscrit sur la whitelist. Je pense que au final, tout est une question de l'importance de la donnée propriétaire est extrêmement importante. Google ayant accès à énormément d'informations, il est possible qu'il soit un peu meilleur sur certaines tâches, mais à ce stade, je pense qu'il serait tout à fait imprudent de vouloir faire une quelconque comparaison entre les deux, puisque de toute façon, ces deux technologies, que ce soit celle de Microsoft ou de Google, est basée sur la techno des transformers. Donc, in fine, ça va se résoudre à une question de qui a le plus de données et qui va être capable d'entraîner ces modèles par rapport au nombre de données disponibles. Très clair. Merci Alexandre. On avait une question que je vais me permettre d'y répondre tout à l'heure. C'est justement, c'était en gros avec ChatGPT, c'est un peu une question piège. C'est est-ce que finalement, quelle sera la plus-value d'une agence? Donc évidemment, la question se pose, que ce soit pour une agence SEO, une agence marketing digital, et j'imagine encore plus pour des rédacteurs, des copywriters, etc. Je pense que vous l'avez vu aussi par rapport à tout ce que vous avez dit, Alexandre et Mehdi, qu'aujourd'hui, ChatGPT ne peut pas remplacer, en tout cas à court et moyen terme, l'humain. Et du coup, l'agence SEO, l'agence marketing digital et un rédacteur potentiellement restent indispensables, et notamment sur la phase de stratégie. Et finalement, ChatGPT va plutôt être un gain de temps, un gain de productivité, mais ne remplace pas notre travail et finalement notre plus-value plutôt sur le côté stratégie. Voilà, ça restera un outil comme des Your Test Guru, comme des One.fr, comme on en a plein en SEO ou dans le marketing digital au global. Ouais, je pense qu'une bonne analogie, c'est l'invention de la fonctionnalité de l'autopilote dans les avions n'a pas remplacé pour autant les aviateurs, en tout cas. Donc, c'est un petit peu la même idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le consultant 2.0 en 2030, pour moi, c'est quelqu'un qui va être capable de bien pouvoir un petit peu communiquer et utiliser ces différents outils, et d'être capable d'intervenir en allant lorsqu'il y a des situations un peu plus compliquées qui nécessitent un peu plus de réflexion, un peu de la même manière que le pilote d'avion, lorsqu'il fait un long courrier entre Paris et Boston, il va être en autopilote, mais ça va être toutes les années de formation sur la stratégie digitale, sur comment utiliser ces différents outils, qui vont créer une valeur et qui vont permettre
d'en tirer le meilleur. L'idée, c'est que ces IA-là, le but, c'est vraiment de nous enlever des tâches qui sont très rébarbatives, qui nous prennent du temps et qui sont honnêtement, intellectuellement un peu satisfaisantes pour qu'on puisse privilégier le jus de cerveau. Donc vraiment, moi, c'est comme ça que je le vois. D'autres diront, sont peut-être un avis différent, mais en tout cas, pour avoir passé beaucoup de temps sur ce sujet-là et sur cette littérature, c'est la direction dans laquelle on se dirige. Exactement. Est-ce qu'on aurait oublié des questions? En tout cas, n'hésitez pas encore, c'est le moment de poser toutes vos questions à Mehdi et Alexandre. J'ai vu que Cédric disait, ah oui, ChatGPT, c'est un outil, il faut faire la queue pour pouvoir y accéder. Effectivement, aujourd'hui, si vous utilisez la version gratuite, vous allez sûrement être relégué dans la waitlist interminable. Il y a une version pro qui, honnêtement, je ne l'ai pas encore testé, qui permettrait donc de squeezer donc cet aspect waitlist. La question du prix se pose. Je crois que de mémoire, l'abonnement est, je ne sais plus si j'avais regardé. Je crois que c'est dans les $20 par mois. Donc, ouais, ça, c'est vrai que c'est l'aspect. Il faut aussi dire que je pense que OpenAI n'avait pas prévu une telle utilisation, une utilisation massive, mais voilà. Très clair. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? J'essaie de refaire le tour. Hop. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Peut-être la slide de conclusion, Nico? Ouais, petite conclusion rapide, juste pour vous dire que justement, pour vous aider à progresser aussi, que ce soit sur le SEO, le marketing digital, tous ces sujets liés aussi à l'IA, on a lancé toute une équipe dédiée justement à la formation qui est certifiée Calliope, donc qui s'appelle, c'est notre campus de formation. Et que du coup, l'avantage de passer par la BU Campus, c'est qu'avec l'OPCO, évidemment, ça permet d'avoir des aides et de financer gratuitement toutes ces formations-là pour monter en compétences. Et notamment, sur la partie SEO, on a, comme vous l'avez vu, on a Mehdi qui est expert là-dessus, mais on a aussi Sylvain qui est certifié pour vous donner les meilleures formations sur la partie SEO, mais pas que. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre temps passé aujourd'hui. On espère que, en tout cas, l'intervention de Mehdi et Alexandre vous ont plu. En tout cas, je pense qu'avec toutes les questions qu'on a eues, c'était encore une fois passionnant. Le replay vous sera envoyé en début de semaine par email. Donc, vous pourrez évidemment les partager derrière à vos collègues, à vos collaborateurs, à vos boss, si vous voulez aussi, pour lancer d'autres sujets. Donc, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin, on reste à votre disposition. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci encore pour votre présence. Merci, bonne journée.